Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. On vous remercie de nous recevoir pour cet entretien. Alors je vais commencer par vous présenter. Vous êtes agrégé d'histoire. Vous avez dans un premier temps enseigné, puis vous passez l'ENA. Vous intégrez par la suite le ministère de la Défense en tant que haut fonctionnaire. Vous avez également dirigé une société d'intelligence économique et depuis une vingtaine d'années environ, vous écrivez des livres sur différents thèmes, la fabrication de l'ennemi, l'Arabie Saoudite, le lobby saoudien. Ouais. Aujourd'hui, vous avez accepté de nous recevoir pour parler de votre dernier livre qui s'intitule « Vendre la guerre, le complexe militaro-intellectuel ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous souhaitez compléter votre présentation ? Juste sur un point, quand je suis sorti de l'ENA, enfin depuis que je suis sorti de l'ENA, j'ai travaillé dans 5 ministères différents. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque ministère a une culture propre. Et si vous voulez progresser dans votre ministère, il vaut mieux que vous adoptiez la culture et le langage de ce ministère. Ça veut dire que la fonction d'autocritique, c'est théoriquement délégué à des corps de contrôle, d'où une partie de la question sur laquelle vous allez revenir, c'est-à-dire, est-ce que l'administration peut s'autocontrôler et s'autocritiquer? Voilà, ça c'est une question. C'est une des explications pour lesquelles, à mon avis, le président s'est adressé à des sociétés privées pour me commander certains travaux de recherche, d'études, de critique. Mais enfin, ça, on l'abordera sur la fin. Et du coup, c'est quel ministère que vous avez Écoutez, j'ai commencé dans les tribunaux administratifs, donc ça dépendait à l'époque du ministère de l'Intérieur. Le tribunal administratif, c'est un tribunal qui juge le contentieux entre l'administré et l'administration. Donc, ça veut dire arrêté d'expulsion, contentieux fiscal, contentieux de l'urbanisme, etc. Après, je suis parti au ministère de la Défense pour faire ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire en fait une obligation tous les 5 ans d'aller dans une autre administration, au bout de 5 ans d'aller dans une autre administration, quel que soit votre administration d'origine. Ce qui est intéressant, c'est que une de ces obligations est faite pour que justement la culture interadministrative se répande. Or, beaucoup d'administrations ont contourné cette contrainte en disant « Ah mais si vous êtes diplomate et qu'on vous envoie à l'étranger, vous avez fait une mobilité ». C'est quand même un peu paradoxal, quoi. Et au ministère des Finances, si vous dites « Ah oui, vous êtes au Trésor, on va vous affecter à la direction centrale des Finances », bon, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce corporatisme, il faut l'appeler comme ça, est une entrave à l'extension de cultures différentes et donc à l'autocritique pour les administrations. Mais c'est tout. Après ça, donc j'ai fait différentes choses au ministère de la Défense, puisque j'ai fait tout sauf de l'administration. Voilà. Donc j'ai fait de l'exportation d'armement, j'ai travaillé à la DGSE, j'ai travaillé dans différentes structures, si vous voulez. Après, j'ai dirigé une société d'intelligence économique dont vous aviez parlé. Voilà. Donc ça s'est arrêté là. Après, maintenant, je suis un retraité heureux. Très bien, alors on va pouvoir commencer avec la question la plus évidente. C'est quoi le complexe militaro-intellectuel ? Alors, vous vous souvenez qu'en 1953, Eisenhower lance l'idée du concept militaro-industriel. Il était ancien chef d'état-major des armées alliées, il avait fait la guerre, on était en pleine guerre froide, et donc il voyait, si vous voulez, cette poussée qui était évidemment générée par la bipolarité de la guerre froide, des industriels de l'armement qui à chaque fois, si vous voulez, demandaient des budgets nouveaux. Et évidemment, pour eux, le meilleur moyen d'avoir des budgets nouveaux, c'était justement que quand il y avait des guerres, de les alimenter, etc. Et donc est sortie cette idée que le complexe militaro-industriel était une menace pour certaines démocraties. Eisenhower avait le courage de l'expliquer. Il le dit quand il quitte ses fonctions. Bon. Mais pour avoir travaillé au ministère de la Défense, c'est justement pour avoir fréquenté d'assez près les industriels de l'armement, je me suis rendu compte que, autant en l'époque de guerre froide, donc il y avait cette course aux armements qui légitimait ce poids excessif de l'industrie de l'armement, autant aujourd'hui, depuis la disparition de l'URSS, ça n'est plus vrai. Et c'est d'autant moins vrai que, si vous voulez, on vit en 91 quelque chose d'assez nouveau, d'abord la disparition de l'URSS, et puis on vit la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, c'est une espèce de... Vous vous souvenez, les Russes n'opposent plus leur veto, et donc on va faire une grande coalition internationale menée par les États-Unis pour aller libérer le Koweït de l'invasion de Saddam Hussein. Le Koweït, grande démocratie devant l'éternel, comme vous le savez, envahi par une dictature qui était non moins peu défendable. Bon, bref, mais qu'on avait soutenu pendant 8 ans. Puisque finalement,
la guerre Iran-Irak, ça a été pour les industriels de l'armement une formidable occasion, évidemment, de s'enrichir, de développer de nouveaux projets, etc. On avait même livré aux Irakiens des armes qui n'étaient pas encore en ligne dans l'armée française. Vous voyez, c'est pour vous dire si... Bon. Donc là, il y a une rupture. Cette rupture, elle est intéressante à 2 titres. D'abord parce que les médias présentent l'armée irakienne comme la 4e armée du monde. J'ai jamais su qui était la 3e, mais enfin, c'est là, il paraît que c'est la 4e. Et donc, la guerre qui va, en 120 heures, va aboutir à réduire l'armée irakienne à quasiment rien, est évidemment la preuve que nos armées sont tellement supérieures que nous sommes en possession d'un moyen qui va nous automandater comme gendarmes de la planète. Ça, c'est le premier point. La décennie qui va suivre va être l'occasion de l'exercer en multiples occasions. Deuxième caractéristique très importante, c'est la première guerre vécue en live, puisque c'est le triomphe de CNN, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les jours, on regardait, alors je crois qu'en France, à l'époque, c'était la 5, on regardait la télé, tous les jours, il y avait des informations nouvelles, même quand la guerre n'était pas encore commencée, mais ça voulait dire qu'il fallait qu'il y ait évidemment cette espèce de tension, et surtout cette impression d'être associé à quelque chose qui déjà font apparaître des gens sur les plateaux télé pour expliquer ce qui ne se passe pas ou ce qui va se passer. Bon. Baudrillard écrira d'ailleurs un bouquin pour dire la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, parce que justement, il s'intéressait surtout aux phénomènes médiatiques. Et donc, à partir de ce moment-là, on va vivre la guerre en live. C'est-à-dire, la guerre devient un spectacle quasi quotidien, et que ce spectacle quasi quotidien, il va appeler, si vous voulez, il va aspirer un certain nombre de gens qui vont venir justement sur ces plateaux télé pour expliquer le pourquoi, le comment, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette transformation-là, elle va ensuite enchaîner sur différentes interventions. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette décennie 90, dans la mesure où il n'y a plus le grand adversaire capable d'instrumentaliser la crise, vous avez un choix, c'est open bar, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller en Somalie pour des raisons humanitaires, d'aller effectivement au Timor, d'aller en Centrafrique, enfin dans des tas d'endroits, si vous voulez, où encore une fois l'intérêt stratégique est limité, mais par contre les motivations sont civilisationnelles, humanitaires, etc., etc. Et c'est là que ce complexe militaro-intellectuel prend toute sa place, puisque évidemment, on va déjà avoir pour la Bosnie l'apparition de BHL, ça va être son heure de gloire, puisqu'il va réussir à amener Mitterrand à Sarajevo, et donc de montrer que finalement ce ne sont pas les services de renseignement ou c'est pas le complexe militaro-industriel qui motive l'intervention militaire, c'est justement quelque chose qui sort du domaine stratégique. Donc on est sur quelque chose qui va progressivement évoluer, effectivement, et il va y avoir alors ensuite différentes crises. J'ai compté que pratiquement dans la décennie 91-2001, jusqu'à l'attentat du 11 septembre, on a fait une trentaine d'interventions militaires. Donc c'est un peu paradoxal, parce qu'on se dit, oui, mais c'est toujours des interventions militaires. On, c'est qui? Nous, occidentaux. Les occidentaux, en général. On va faire quand même quelques crises majeures, quand même. Hein. N'oubliez pas, il va y avoir la Libye, il va y avoir l'Irak, il va y avoir la Syrie, enfin bref, il y a l'Afghanistan. Bon. Et donc, on n'est pas du tout tel qu'on se décrit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des puissances militaires n'intervenant pour des raisons stratégiques, qui sont légitimes, mais pour des raisons qui, encore une fois, n'ont rien de stratégique. Et c'est poussé justement par ces gens du complexe militaro-intellectuel qui font qu'on va dire, mais là, à tel endroit, on ne peut pas ne pas. On ne peut pas ne pas intervenir parce qu'il y a un massacre, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Le cas de l'Afghanistan est d'autant plus intéressant qu'on sort du 11 septembre. Or, le 11 septembre, il y a 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Et dans le discours de George Bush de janvier 2002, il va désigner l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Bon, donc on se dit quand même, il y a un petit hiatus quelque part, mais ça vous explique justement comment, si vous voulez, on a des courants d'opinion qui, évidemment, aux États-Unis s'appellent les néoconservateurs, qui vous ont prédésigné des ennemis. Voilà. Donc on n'est pas, encore une fois, sur des intérêts stratégiques. Il n'y avait aucun intérêt stratégique dans déclencher la guerre d'Irak. On essaiera d'en expliquer les raisons, mais encore une fois, il n'y avait pas d'intérêt stratégique majeur pesant sur les États-Unis. Simplement, on est face à un traumatisme le 11 septembre, qui est le premier acte de guerre sur le territoire américain. Et ça, effectivement, on comprend que la société américaine est d'autant plus traumatisée et inquiète, si vous voulez, que, évidemment, le caractère télévisuel de l'attentat, le nombre de morts, la destruction des Twin Towers, etc., font qu'effectivement, il faut une réponse. Alors, apparaît à ce moment-là une catégorie qui vient se surajouter à toutes celles du complexe militaro-industriel, qui sont les psys. Pourquoi les psys? Parce que quand on est face à quelque chose qu'on ne comprend pas, en particulier quand c'est un acte d'agression guerrier, on a deux solutions. Soit on s'autocritique, on revient sur soi-même en se disant quelle responsabilité avons-nous dans le déclenchement de cette guerre, ce qu'auraient pu faire les Américains, puisqu'ils connaissaient Ben Laden, il y avait eu la guerre du Golfe, il y avait tout ça. Bon.
soit on considère qu'il est dans la catégorie des fous, et à ce moment-là, on n'a plus besoin d'expliquer. On n'a qu'à le disqualifier en disant, mais ce type est imprévisible, irresponsable, etc. Vous avez aujourd'hui le même type de posture avec Poutine. C'est-à-dire, vous avez tous les jours un psy, là je faisais un recensement sur Internet, il y a une vingtaine de psys qui ont diagnostiqué Poutine sans jamais l'avoir rencontré. Alors vous avez ceux qui pensent qu'il est paranoïaque, d'autres qu'il est schizophrène, d'autres qu'il a la maladie d'Alzheimer, etc. Et il y a un psy qui finalement écrit un article en disant, mais attendez, vous savez très bien que pour Freud, on ne peut pas diagnostiquer un individu qu'on n'a jamais rencontré. Mais ça fait rien. C'est là que le complexe militaro-intellectuel joue, parce que l'appel médiatique est tel qu'on va vous demander, alors que c'est pas l'éthique de votre métier, de venir et d'expliquer. Bon, effectivement, la tentation médiatique est telle que donc, vous avez un phénomène qui est très caractéristique de ce complexe militaro-intellectuel, c'est que c'est l'apparition dans les médias qui fait l'expert et pas la connaissance du sujet. Voilà, donc c'est ça le processus. C'est comme ça que je me suis penché sur ce sujet-là. D'accord. Pour compléter un peu ce que vous dites, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les méthodes mises en place par ces intellectuels pour nous vendre la guerre? C'est pas une méthode, il n'y a pas de méthode, si vous voulez. Il y a un mécanisme, c'est-à-dire, en général, on revient d'un lieu de crise. Alors d'abord, première chose, il y a environ 400 crises à la surface de la planète. Hein. Vous regardez un bouquin qui s'appelle Monde rebelle, qui en fait un recensement exhaustif. Bon, ça veut dire qu'il y a une énorme possibilité de choix, d'autant plus qu'il n'y a pas le risque d'instrumentalisation par une puissance adverse, comme c'était le cas à l'époque de la guerre froide. Donc vous avez des gens qui vont revenir en disant, je rentre d'Iturie, il y a un massacre, c'est scandaleux, on ne peut pas ne pas, ou qui reviennent, j'en sais rien, moi, du Kurdistan, en disant, et donc, vous avez en fait des gens qui vont, justement, en apparaissant sur les plateaux télé, vont interpeller le politique directement. C'est-à-dire en disant, mais on ne peut pas ne pas, il y a un massacre sur place, on doit faire quelque chose, etc., etc. Donc le mécanisme passe par ce phénomène nouveau que sont les chaînes d'infos en continu, les chaînes d'infos en continu qui, évidemment, sont toutes en concurrence, et donc, plus l'annonce ressemble à un scoop, plus effectivement la possibilité d'interpellation du politique est importante. Le politique, lui, à la limite, il n'est plus guidé par l'examen de la crise, il est guidé par l'importance électorale de la décision qu'il va prendre. Prenons un exemple, quand Chirac dit « il faut pas aller en Irak, c'est une bêtise », etc., vous vous souvenez, il était le dernier gaulliste, si vous voulez, de la présidence de la République. Il avait raison, on a la campagne du French bashing aux États-Unis, considérant que les Français, etc., sont des lâches, enfin bref, vous connaissez le truc. Eh ben, ces deux successeurs vont prendre la roue des Américains parce qu'ils ont trop peur des conséquences que ça pourrait avoir. Or, c'est nous qui avons subi les attentats de 2015. C'est-à-dire quand vous avez dans le Bataclan des gens qui tirent sur la foule en disant « vous tuez des enfants chez nous, on vient tuer des enfants chez vous », vous voyez le lien mécanique entre cette intervention et la conséquence terroriste qu'on en a subie. Donc, si vous voulez, encore une fois, le politique ne raisonne pas en fonction de la nature de la crise, en tout cas pour les plus minus, si vous voulez, intellectuellement, qui ont été Sarkozy et Hollande, qui était quand même président du Conseil général de la Corrèze, tout de même, hein, grand centre universitaire. Donc, ils vont décider d'aller, et effectivement, on en subira les effets terroristes. Donc, c'est quand même très très grave, si vous voulez, parce que le raisonnement, c'était, il va arriver les municipales, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gagne des voix si je fais ci, si je fais ça? Donc tout ça imposé par le contexte stratégique, hein, c'est pas qu'ils soient pires que les autres, mais on comprend leur mode de raisonnement. Donc on saisit une opportunité sur une crise particulière, on l'instrumentalise par le biais médiatique, éventuellement on fait des pétitions, etc., etc. Donc tout ça fait une espèce d'émulsion qui évidemment interpelle le politique, qui est dans un contexte stratégique tout à fait différent. C'est comme ça que se passe la mécanique. Et ces experts, ce complexe, quelles sont ses motivations, ses objectifs? Pourquoi ils nous vendent la guerre? Écoutez, je crois que vous comprendrez mieux si je prends quelque chose qui n'est pas une crise stratégique. Prenez la crise du Covid, maladie que personne ne connaissait. Mais vous voyez bien que le besoin médiatique, à cause du stress social que ça représentait, a fait apparaître un certain nombre de médecins, de spécialistes divers, de pédopsychiatres, de tout ce que vous voulez, qui en savaient pas plus que vous ou moi sur le Covid, puisque personne ne savait ce que c'était. Mais il est évident qu'on voit apparaître là un phénomène qui est vrai aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire c'est l'apparition sur les médias qui fait l'expert et pas la connaissance du sujet. Et je l'avais constaté pour des crises internationales où, encore une fois, vous voyez apparaître des gens qui ne connaissaient pas spécialement la crise pour laquelle ils étaient invités, mais qui, effectivement, une fois apparus, par effet de contagion médiatique, si vous voulez, devenaient
des spécialistes du sujet. Je vous dis, l'exemple du Covid est tellement probant que vous vous dites là, oui, d'accord, je comprends ce qu'il veut dire. Et justement sur cette question d'incompétence des experts, pourquoi selon vous les médias choisissent pas de véritables experts? D'abord parce que les médias ont une contrainte. Je vous dis, c'est ce phénomène des chaînes d'infos en continu qui font que grosso modo sur une heure d'émission, il doit y avoir 15 à 20 minutes d'information et de publicité, et puis le reste, il faut l'occuper avec des débats. Donc vous avez un gros besoin de présence autour de la table, et donc vous avez effectivement la nécessité d'aller trouver à droite ou à gauche des gens. La question de l'expertise est une question qui est plus difficile à laquelle il est plus difficile de répondre parce que vous avez différents types de profils, si vous voulez, qui tous vont avoir leur légitimité à intervenir. Vous allez avoir des universitaires qui connaissent bien le sujet en profondeur, vous avez des journalistes qui en reviennent, vous avez des intellectuels qui vont s'y balader, enfin, ou qui vous avez maintenant des militaires, beaucoup sur les... Et donc, encore une fois, la chaîne d'info n'a pas toujours la capacité de savoir si l'homme qu'elle va inviter, c'est effectivement un bon expert, mais en même temps, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la catégorie des intellectuels médiatiques, qui est celle évidemment sur laquelle il est le plus facile de raisonner, est composée de gens que j'ai qualifiés de deux termes. D'abord, ce sont des intellectuels téphales, c'est-à-dire des gens sur lesquels aucune critique n'accroche. Ils ont pu dire une chose et pousser à la guerre. Deuxième caractéristique, ce sont des gens qui poussent à la guerre mais qui n'y vont pas. C'est ni Malraux ni Régis Debray. Donc, vous avez deux caractéristiques, si vous voulez, qui sont très très fortes de ces intellectuels médiatiques, qui sont effectivement qui occupent les plateaux télé. L'autre fois, j'étais dans un débat avec le général Paloméros, qui était chef d'état-major de l'armée de l'air au moment de la guerre en Libye. Et il m'expliquait la première entrevue qu'il avait eue avec BHL, ceux qui sortaient de l'Élysée. BHL venait lui expliquer comment faire la guerre à la Libye. Or lui, Paloméros avait participé à la guerre pendant la bande d'Aouzou. Il me dit, ce type, il est pas normal, quoi. Bon. Donc on fait le débat, on sort, et qui est-ce qu'on voit inviter en vedette américaine? On voit BHL. Alors je me tourne vers la fille de la télé en disant, enfin c'est inadmissible, pourquoi vous l'invitez seul? Vous avez un contradicteur qui le connaît, qui l'a pratiqué, gardez-le. Ah, je vais en parler à la direction de la chaîne. Vous voyez le processus, comment ça se construit? BHL n'accepte jamais qu'il y ait un contradicteur. Évidemment, on peut le comprendre. Okay, ce qui est inadmissible, c'est que les médias acceptent ce genre de prestations. Quand il rentre de Riga en expliquant que il a écrit sur un mur liberté, égalité, fraternité, c'est là un grand acte guerrier. J'en suis sûr que Poutine en tremblait dans ses pantoufles. Autre exemple, si vous voulez, j'en ai un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est Alexandre Adler. Elle a une capacité extraordinaire à vous compter, en fait. À compter, c'est-à-dire c'est un conteur, c'est quelqu'un qui prend la parole, vous allez l'écouter, c'est délicieux à entendre, etc. Simplement, il a une technique qui est répétitive, c'est qu'il cite les services de renseignement. Alors, citer les services de renseignement, c'est bien parce que vous êtes sûr d'être jamais contredit. Vous n'avez jamais un mec dans la salle qui lève le doigt en disant « Excusez-moi, je suis le porte-parole de DGSE, vous racontez n'importe quoi ». Ça donne un sentiment d'expertise et en même temps, il a open bar, il a porte ouverte dans tous les médias. Donc, par exemple, il y a 3 semaines, il a écrit un article disant qu'il y avait un complot qui se préparait contre Poutine. J'espère que Poutine a lu l'article quand même, parce que vous voyez ce que je veux dire? Quelle prétention intellectuelle! Bon, donc c'est ça le paysage que j'essaye de démonter. Et donc, voilà pourquoi j'ai qualifié ça de complexe militaro-intellectuel. D'accord. Pour essayer de nuancer, on va dire, est-ce que vous pensez pas qu'il y a quand même du bon à tirer de l'engagement de certaines personnalités médiatiques, des intellectuels, en matière de sécurité et de défense? Ah oui, oui, absolument. Non, c'est une très bonne chose que les débats soient ouverts. Simplement, on se rend bien compte qu'il y en a qui ont plus le droit à la parole que d'autres. Donc, vous pouvez faire un radio-trottoir après en disant qu'est-ce que vous pensez d'aller faire la guerre en Irak. Bon. On voit bien que la chose se situe dans un espèce de monde, pour la France, très parisien. Pour les États-Unis, c'est moins vrai parce qu'il y a beaucoup plus de centres de pouvoir, si vous voulez. Mais c'est évident que vous avez effectivement sur Paris, avec la concentration des médias, beaucoup de gens qui vont effectivement avoir une espèce d'invitation systématique, avec surtout cette nécessité des chaînes d'infos en continu de réagir très vite. Et donc moi, il m'arrive qu'ils m'appellent des fois en disant il y a eu un coup de feu à Bobigny, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je leur dis rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'idée qu'on soit le premier à pouvoir annoncer qu'il y a eu un attentat qui s'est passé à tel endroit. Non, je sais pas. Donc, si vous voulez, vous pouvez pas dire je ne sais pas. C'est difficile.
Parce que, par exemple, il y avait une affaire récurrente, une question récurrente à propos de l'Ukraine, c'est qu'est-ce que va faire Poutine? Vous dites, je suis comme tous les experts, j'ai jamais rencontré Poutine, donc je peux pas vous en dire quoi. Mais en même temps, si vous pouvez pas faire ça trop souvent, parfois c'est qualifié d'honnêteté intellectuelle, parfois c'est qualifié d'incompétence. Regardez le début de la guerre en Ukraine. 90% des gens pensaient qu'ils n'oseraient pas attaquer l'Ukraine. Tout le monde se disait non, c'est pas, il y a des journalistes qui avaient écrit là-dessus, en fait, ce qui paraissait rationnel. Donc effectivement, tout le monde s'est trompé, 90% des gens se sont trompés. Et en même temps, vous aviez des gens qui disaient mais non, Poutine n'a jamais changé. Par exemple, il s'est passé un phénomène très, très intéressant après 91. Les soviétologues étaient le haut du panier, si vous voulez, dans les experts stratégiques pendant cette époque de la guerre froide. Or, manque de chance, comme disait Arbatov, je vais vous priver d'ennemis, donc tout à coup, les soviétologues sont rétrogradés, d'autant que commence à apparaître à ce moment-là les années sombres en Algérie, donc la nécessité de comprendre le monde arabo-islamique, la montée du terrorisme salafiste, etc., etc. Mais enfin, il reste que les soviétologues, si vous voulez, étaient quand même, des rois déchus, quoi. Mais ils répétaient toujours que la Russie n'avait pas changé. Alors, est-ce qu'ils le répétaient, comme l'a prouvé effectivement l'invasion de l'Ukraine, parce qu'ils avaient une vision interne, si vous voulez, de ce qu'était la Russie de Poutine et ce qu'était Poutine? Il y a eu des assassinats d'opposants, quand même. Anna Politkovskaya a été assassinée chez elle, c'était une des grandes opposantes de Poutine. Ou est-ce pour montrer, vous voyez, j'avais raison? Donc, vous voyez, c'est très difficile de faire la nuance. Ça vous prouve pourquoi il est si difficile, si vous voulez, d'avoir l'expert qui vous dit toujours la justice, quoi, la justesse. Dans votre livre, vous traitez des sujets comme les lois mémorielles, le phénomène woke, la cancel culture, et les mutations des mouvements antiracistes, avec des nouveaux acteurs comme le CRAN ou le Parti des indigènes de la République. On aimerait savoir le lien que vous faites entre ces mouvements et la guerre, et ces mouvements et la commercialisation de la guerre, et si on peut les mettre sur le même plan que des individus comme Bernard-Henri Lévy, en termes d'influence et de dégâts. Non, c'est un autre processus que j'ai abordé d'abord par la présence des diasporas. Les diasporas, qui est un phénomène de la mondialisation, qui est lié soit à des crises, soit à des migrations économiques, soit des choses comme ça, sont la constitution, dans un pays d'accueil, d'une identité, d'un groupe qui veut garder son identité d'origine. Bon. Évidemment, les diasporas vont peser dans le pays d'accueil sur les choix politiques, notamment de politique étrangère. Le plus connu, c'est évidemment l'AIPAC, c'est-à-dire l'organisation juive américaine, qui depuis longtemps, si vous voulez, est le principal soutien de la politique israélienne. Là, on en voit la concrétisation. Bon. Mais il y a d'autres exemples, si vous voulez, qui sont... Et encore, l'AIPAC était beaucoup plus libéral que Netanyahou, si vous voulez, dans la solution du problème palestinien. Donc, les diasporas ont permis de faire vivre, si vous voulez, une crise internationale en lui donnant une dimension interne. Alors, vous avez par exemple en France, qui s'est constitué il y a quelques années, ce que s'en a appelé le collectif contre l'islamophobie en France, qui part d'une démonstration qui est assez intéressante à comprendre pour expliquer le rôle qu'il joue. Par exemple, ils ont créé le concept d'islamophobie. Concept d'islamophobie, il n'y a qu'eux qui le disent. Parce que quand vous regardez autour de vous, vous avez comme tout le monde des amis musulmans qui sont écrivains, banquiers, tout ce que vous voulez, etc. Donc vous avez effectivement une intégration, et le phénomène silencieux le plus évident, c'est l'intégration de la communauté musulmane en France. Bon. Mais si vous avez inventé un concept comme celui de l'islamophobie, vous mettez dans la position victimaire. Et si vous êtes une victime, vous avez droit. C'est un processus qui se crée après la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, le héros, c'était l'ancien combattant. Pourquoi? Parce que la guerre s'était limitée au front, les gens de l'arrière, c'était pas des héros, etc. Bon. Donc l'entre-deux-guerres, c'est le triomphe de l'ancien combattant. Après la Seconde Guerre mondiale a tué plus de civils que de militaires. Et surtout, il y a eu ce phénomène de la Shoah, il y a eu les bombardements massifs sur les villes, et donc tout à coup, la victime devient, pas le héros, mais en tout cas le centre d'intérêt devient la victime. Plus vous aviez les migrations de gens qui étaient chassés par la guerre, etc. Et donc, avec la réalisation de l'État d'Israël, considéré par les Occidentaux comme une compensation à ce qu'avait été la Shoah, l'antisémitisme, etc., ça va servir de modèle à beaucoup de communautés qui vont dire « mais nous aussi, nous avons été victimes ». Donc, commence à ce moment-là, si vous voulez, un processus de construction victimaire qui suppose évidemment que vous preniez un point de départ. Parce que si vous prenez l'histoire de l'humanité, comme on n'a pas cessé de se massacrer depuis la naissance de l'homme, il faut trouver un point de départ dans lequel vous montrez que vous avez été victime. Alors,
les guerres de colonisation et de décolonisation ont beaucoup servi de ce côté-là, puisqu'effectivement, il y avait un acte d'agression occidentale, une conquête, etc. Donc, beaucoup des sociétés luttant pour leur libération ont considéré que c'était l'acte libérateur, et donc ils ont écrit leur histoire, etc. Mais en même temps, vous voyez bien que sur cette fragmentation de l'identité à laquelle contribuent les diasporas, vous avez aussi de plus en plus de gens qui disent « mais moi aussi j'ai été victime ». C'est la base du mouvement woke, c'est la base du mouvement féministe, des choses comme ça. Donc vous avez des situations qui sont très très étonnantes, où vous avez des mouvements wokistes ou féministes qui considèrent que la femme occidentale est opprimée. Quand vous voyez la façon dont sont traitées les femmes en Arabie Saoudite, vous dites il y a quand même quelques petites choses à faire peut-être là-bas. Hein, bon. Ou même quand vous avez effectivement des exécutions massives en Arabie Saoudite, 32 mecs décapités le même jour, vous pouvez penser que ça va mobiliser les ONG. Mais les ONG se sentent en difficulté parce qu'ils disent oui, mais si on dit ça, ça va apparaître comme de l'islamophobie. Vous voyez comment vous empêchez finalement le débat sur des bases universalistes, qui sont théoriquement les bases sur lesquelles nous, on a construit notre société, pour vous dire, ah, attention, si je dis ça, je vais être pris pour ci ou pour ça. Donc voilà, ça, c'est pour ça que je passe mon temps à rigoler sur l'histoire des mouvements sécessionnistes, parce que quand vous regardez la liste alphabétique des LGBTQI+, et puis je sais plus quoi encore qu'il y a derrière. L'autre fois, j'étais dans un débat sur une chaîne de télé où Macron devant rencontrer Orban, j'avais en face de moi un type qui était justement un représentant de cette liste alphabétique et qui me disait mais regardez comment Orban traite les transgenres, etc. Je disais enfin, Orban il a été réélu 2 fois et démocratiquement dans des élections non contestées. Alors pour vous, ça n'a pas d'importance ça. Deuxième chose, je vous signale que quand la Hongrie est rentrée dans l'Union européenne, personne ne connaissait les transgenres. Alors si demain vous m'aviez inventé une nouvelle catégorie, vous allez pouvoir dresser un nouveau procès contre de nouveaux individus. Vous voyez, donc ce processus de fragmentation, il prétend avoir une légitimité dans l'accusation et dans la normalisation du monde à partir de critères qui sont les nôtres. Mais en même temps, en ouvrant la porte à cette fragmentation, vous ouvrez la porte aux autres. C'est-à-dire, quand la communauté musulmane prétend, si vous voulez, qu'il y a de l'islamophobie, le jour où ils vont nous dire « mais moi, ma culture, c'est d'avoir 4 femmes », qu'est-ce qu'on va faire? On va dire « ah oui, mais il faut respecter, c'est la culture ». Dans une bande dessinée là que je trouvais très rigolote de Gilles, il disait ouais mais le cannibalisme est ma culture, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez les limites de ce discours sur l'identité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une réelle souffrance de ces minorités qui méritent qu'on les défende? Lesquelles, vous voulez dire les LGBT? Quelles qu'elles soient, les musulmans ou les LGBT ou autres. Oui, bien sûr, mais encore une fois, je vous dis, il y a ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Le phénomène majeur aujourd'hui, c'est l'intégration de la communauté musulmane dans la société française. Vous avez des élus, vous avez des ministres, vous avez des banquiers, vous avez des littérateurs, vous avez tout ce que vous voulez. Effectivement, qu'il y ait la conjonction, notamment dans certains départements, à la fois de la misère, de la concentration de la population musulmane, etc. Oui, c'est vrai. Mais on ne peut pas en faire comme si la société française était structurellement islamophobe. C'est pas vrai, il n'y a aucune loi qui interdit à un musulman de faire quoi que ce soit, sauf d'utiliser la violence, évidemment. Et de la même façon que la société française n'est pas antisémite. Il n'y a aucune loi qui interdise Par contre, si vous avez le droit de dire, comme disait, je crois que c'était Tapi qui disait une phrase que je trouve très juste, il disait, le véritable antiracisme, c'est de pouvoir dire à un type que c'est un sale con, qu'il soit musulman, juif, homosexuel, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça le véritable antiracisme. C'est de dire à l'individu pour ce qu'il est, non pas pour sa catégorie. Bon, le jour où on aura compris ça, on aura peut-être fait de grands progrès. D'accord. On va passer à la question de la décision politique. Il y a quelque temps, on a vu une polémique en France sur l'utilisation de cabinets de conseil privés par le gouvernement. Est-ce que vous savez ce que représentent ces cabinets en matière de sécurité et de défense? Et est-ce que vous avez un avis là-dessus? Non, je crois qu'il y a 2 catégories dans votre question. D'abord, le fait que, comme je vous le disais tout à l'heure, à mon avis, l'administration est incapable de s'auto-réformer. Elle est incapable de s'auto-réformer parce que elle est structurée autour de grandes catégories élitistes, si vous voulez, et qui fait que si vous n'êtes pas des Finances, vous pouvez pas critiquer le ministère des Finances, et si vous n'êtes pas des Affaires étrangères, vous ne pouvez pas critiquer le ministère des Affaires étrangères. Donc, si vous voulez, chacun vit dans son terrier, et donc là où le politique devrait avoir effectivement la main et initier à partir de corps de contrôle qui existent dans l'administration des propositions de réforme, en fait, on s'aperçoit que tout le monde est imprégné de la même culture, et donc finalement, les réformes de fond pour définir
la limite entre ce que fait le public, ce que fait le privé, la manière dont se peuvent utiliser les ONG, etc., est un débat qui finalement a beaucoup tourné. Vous savez, l'administration, moi j'en ai fait plein, des rapports qui vont terminer sur des étagères. Donc, je m'en suis pas mort, mais enfin c'est pour vous dire que le mécanisme, c'est de déclencher une réflexion, de préférence peu de temps avant les élections, en disant mais si je suis réélu, j'appliquerai. Donc ça, je vous explique la technique pour ne rien faire. Donc s'adresser à des sociétés privées, à partir du moment où on est obligé de payer, si vous voulez, il y a un moment où ça devient public et donc il faut effectivement faire connaître les décisions. La deuxième chose, c'est ce que je vous disais, il y a des corps de contrôle et critiques dans l'administration, mais ces corps de contrôle ont-ils, justement, une des caractéristiques de l'administration française, c'est que si vous sortez bien classé de l'ENA, vous pouvez être contrôleur sans jamais avoir été acteur. Ce que je veux dire, vous pouvez devenir inspecteur des finances, Macron, vous pouvez devenir conseiller d'État, vous pouvez devenir membre de la Cour des comptes, mais vous n'avez jamais travaillé. C'est-à-dire que je vous dis, c'est le seul pays, c'est peut-être comme l'Union soviétique, vous êtes contrôleur avant d'avoir été acteur. Donc c'est ça la perversion que Macron veut supprimer, si vous voulez. Il en est un pur produit, mais en même temps, il en est conscient. C'est-à-dire que il dit si je supprime l'ENA, si je supprime le Quai d'Orsay, ça veut dire que je veux que ces cultures s'entremêlent. Donc on verra ce que les cabinets privés produisent, si vous voulez, comme connaissance et comme conclusion. Mais enfin, voilà, moi je comprends comme ça, quoi. Très bien. Du coup, vous êtes quelqu'un de plutôt anti-guerre, critique de la guerre. Mais si la guerre n'est pas la solution, quelles alternatives les gouvernements peuvent avoir? Est-ce qu'il faut ne pas intervenir, laisser des dictateurs en place, ou se contenter de faire de l'humanitaire, du soft power, des guerres secrètes? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Non, je suis pas anti-guerre. Je vous dis, moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est de voir encore une fois tous ces gens qui disaient que seule la solution guerrière et l'envoi de militaires était la méthode. Bon. Encore une fois, parce que la connaissance de la crise les intéressait moins que le bénéfice qu'ils en tireraient eux-mêmes. Je vous cite un exemple. Quand il y a eu la crise en Somalie, vous vous souvenez, on parlait de pillage des convois humanitaires qui étaient distribués par l'ONU, etc. Bon. J'en parle avec Ronnie Broman, le président de MSF, qui me dit « Oui, j'en ai parlé avec mes équipes locales et elles me disent que les types qui attaquent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs puisqu'ils ne revendent pas. Ils distribuent dans leur clan parce qu'ils estiment qu'ils sont mal servis. » Bon. Donc il essaye d'obtenir une augmentation du flux d'aide alimentaire à Bruxelles, à New York, etc. Et pendant qu'il est là-bas, Kouchner, ministre des Affaires étrangères, décide l'intervention armée. Donc vous voyez, vous avez la mutation d'un individu qui pense que la guerre n'est surtout pas la solution, l'action armée n'est pas la solution, parce qu'en tant qu'humanitaire, ils estiment qu'il faut toujours apparaître neutre dans une crise pour ne pas risquer d'être pris en otage, etc. Et un autre, il va décider que l'action militaire est la solution. Or, la solution, vous la connaissez, 21 djihadistes tués, les Américains qui se tirent et tout le monde se tire, et puis on dit, bah finalement, les Africains, ils ont qu'à se démerder. Et quand il y a eu le Rwanda, les Américains ont refusé de venir. Refusé, hein, bon. Donc, vous voyez pourquoi, je sais pas que je sois anti-guerre, c'est que je pense que si vous voulez, les militaires sont faits pour faire la guerre. C'est un truisme de le dire, mais enfin, eux-mêmes, ils ne cessent de le répéter. Alors que le politique pense tirer un certain capital sympathie, un certain capital électoral en utilisant du militaire qui, de toute façon, ne discute pas le fait d'y aller. Mais en même temps, je crois qu'on a perdu 80 types en Yougoslavie quand même. Alors, la Yougoslavie, c'était une proximité géographique. Mais enfin, il reste que, au début, on a pensé que, si vous voulez, la simple apparition de casques bleus français et britanniques à Sarajevo allait tout arrêter. Malheureusement, les autres n'avaient pas compris qu'il fallait les respecter, donc il y a eu des types qui ont été tués un peu dans tous les accrochages, etc. Donc au bout du compte, si vous voulez, on a essuyé les plâtres avec cette opération. Et à la suite de quoi, effectivement, ça va finalement terminer par un bombardement sur la Serbie, parce que pour en terminer avec la crise de Yougoslavie, on a le problème du Kosovo. Le problème du Kosovo, c'est la région dans laquelle sont concentrés pour l'essentiel des albanophones, enfin et que la Serbie revendique en disant mais ça c'est le lieu de naissance de notre culture, de la Serbie, la bataille du Champ des Merles, donc ça doit rester serbe. Processus qu'on trouve dans d'autres endroits. C'est-à-dire, vous savez, cette terre est à nous parce que il y a 3000 ans, nos ancêtres y ont été enterrés. Et donc on va décider de bombarder la Serbie. 30 jours de bombardement, c'est pas rien, ça veut dire c'est le tiers de ce qu'on vient de passer. Il y a eu plus de démolitions en Serbie, si vous voulez, qu'il y en a eu en Ukraine par des bombardements à proprement parler. Et donc on a une espèce de posture que les Russes vont nous reprocher, c'est-à-dire mais vous décidez de bombarder la Serbie sans nous en informer, sans nous associer, alors que vous avez des tas d'endroits dans lesquels vous n'avez pas voulu intervenir.
Par exemple, lors de la dernière opération Plan Durci en Israël, les Israéliens ont déversé plus de bombes au mètre carré que nous pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, donc vous dites, ça méritait quand même, ça aurait mérité, si vous voulez, une dénonciation, une alerte, etc. Vous voyez bien qu'on est dans le deux poids, deux mesures, puisqu'on a été tellement imprégné qu'on était le bien, le juste et le bon, que quand vous avez des pays qui vous disent non, non, mais vous n'êtes pas le bon, le juste, c'est le constat qu'on fait aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, puisqu'on veut absolument isoler Poutine. Mais quand vous regardez le nombre de pays qui ont voté pour condamner Poutine et le nombre de pays qui appliqueront l'embargo, vous apercevez qu'il en manque une cinquantaine qui sont plus de la moitié de l'humanité. Vous avez ni l'Inde, ni la Chine, ni l'Indonésie, etc. Tous ces pays qui disent mais ça c'est votre guerre, c'est pas la nôtre. Et donc on a perdu le droit de parler au nom de la communauté internationale. C'est ça la grande conclusion, si vous voulez, de cette crise de l'Ukraine. Dans votre livre, vous dites qu'un problème de sécurité est une représentation qu'en font des stratégistes et qu'il devient un réel problème lorsqu'il est accepté par la population. Dans ce cas-là, est-ce que c'est pas la population de s'insurger contre ces experts et ces discours? Et si oui, quels moyens d'action une population peut avoir? Écoutez, c'est une question très difficile parce qu'encore une fois, si on est sur des dimensions internationales, la population a évidemment que les informations qui lui sont médiatisées par les journaux, par les acteurs, etc. Desproges a une phrase que je trouve très juste. Il dit « L'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait l'ennemi c'est lui ». Cette phrase, elle vous dit tout. Ça veut dire c'est la représentation de l'un et de l'autre, si vous voulez, qui va jouer, si vous voulez, pour aboutir à cette phase paroxystique qui est l'utilisation de la violence. Mais si vous remontez dans le passé, vous vous rendez bien compte qu'effectivement, la construction de l'ennemi, la fabrication de l'ennemi, c'est un processus sociologique où vont s'associer différents prestataires. Bon, si vous prenez par exemple le cas d'un conflit territorial, prenons le cas de l'Alsace-Lorraine, si vous voulez, avec la France avant 14. Il est évident que dans toutes les écoles des deux côtés de la frontière, vous aviez des gens qui expliquaient que cette terre était historiquement à eux, qu'il y avait des frontières naturelles. Personne n'a jamais su ce qu'étaient les frontières naturelles, mais les géographes venaient vous expliquer qu'il y avait des frontières naturelles. Ensuite, vous aviez donc les historiens qui vous disaient cette terre depuis Charlemagne était à nous. Vous avez ensuite le discours de la victimologie pour expliquer que votre population sur place est méprisée. Et donc, on va aboutir à cette extraordinaire boucherie de gens qui partent avec, comment dire, la fleur au fusil pour une de la plus grande boucherie qu'on aura connue jusque-là. Bon. Et donc, on voit bien que si on est dans des guerres civiles, c'est à l'intérieur de la société que vont progressivement s'affirmer des gens qui vont expliquer qu'être serbe, c'est pas être croate, alors que c'est la même culture, qu'il y en a qui écrivent avec de l'alphabet cyrillique et d'autres avec de l'alphabet latin, mais qui sont de la même culture. Il y en a simplement qui sont catholiques romains, d'autres qui sont catholiques orthodoxes. Mais enfin, vous avez donc à ce moment-là des crispations des intellectuels, des crispations des hiérarchies religieuses, etc., etc. Et donc, vous voyez que selon la nature de la crise, vous avez des processus de fabrication de l'ennemi qui sont assez différents. Et encore une fois, moi, mon souci n'est pas de dire c'est celui-là l'agresseur et celui-là le gentil ou celui-là le méchant, c'est de dire comment se construit cette idée. Quand Poutine nous reproche effectivement de ne pas avoir tenu la parole qu'on lui avait donnée, de ne pas étendre l'OTAN, de ne pas intégrer l'Ukraine, etc., que vous savez qu'on a réglé des tas de problèmes européens sans jamais les associer, on peut penser que l'individu est chagrin, si vous voulez, qu'à un moment, il commence à trouver que ça fait beaucoup. Donc, vous voyez, si on ne comprend pas cette structure et qu'on le qualifie de fou, on s'interdit de négocier avec lui. Donc, on s'interdit de sortir de la crise. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce complexe militaro-intellectuel est composé de gens qui sont des bellicistes, mais ils veulent pas aller faire la guerre, quoi. Pour rester sur l'Ukraine, vu que c'est d'actualité, est-ce que en ce moment, on nous vend cette guerre en Ukraine? Non, celle-là, on a été obligé de l'accepter. Simplement, ce qu'on ne fait pas, c'est de se demander pourquoi on a abouti à cette situation impossible. C'est-à-dire, comment s'est passé le processus comment est-ce qu'on arrive à la guerre? La situation géopolitique de l'éclatement de l'URSS est très intéressante puisque finalement, vous avez 15 États qui vont naître de l'ancienne fédération. Dans ces 15 États, on va reprendre les anciennes frontières administratives pour en faire des frontières internationales. Dans chacun de ces États, on va avoir la construction d'une identité nationale. Et en même temps, pour arranger le tout, dans chacun de ces États, vous avez une minorité russophone qui est restée, puisqu'ils étaient effectivement citoyens soviétiques, mariés, travaillant là, etc., etc. Bon. Il y a donc aujourd'hui entre 20 et 25 millions de Russes, russophones ou de gens se rattachant à la Russie, dans ces États périphériques, si vous voulez, de la Russie. Alors,
Ça veut dire, pourquoi je vous dis ça? Parce que, si vous voulez, le cas de l'Ukraine est intéressant, puisque vous vous souvenez que dans le Donbass et dans le Donetsk se manifestent au moment de la révolution de Maïdan des russophones qui disent, mais nous, on veut pas l'ukrainien comme langue officielle. Quelle est la part de la mauvaise volonté, etc., peu importe, mais vous voyez bien qu'on est à la croisée de deux principes du droit international. D'abord, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça veut dire, est-ce que finalement ces minorités russes, à un moment ou à un autre, ne peuvent pas réclamer la sécession par rapport à ce nouvel État, puisque c'était un découpage administratif? Principe hérité de la décolonisation. Deuxième principe, le respect de l'intégrité territoriale des États, principe constitutif de l'ONU. Et puis, troisième principe qui, lui, est créé beaucoup plus récemment et qui, à mon avis, est une bombe à retardement qui va nous exploser dessus, c'est le devoir de protéger. Devoir de protéger, c'est une idée qu'on a lancée dans le cadre de l'ONU pour expliquer que on ne peut pas laisser un massacre se faire. Bon. Mais, à partir du moment où vous dites, oui, mais attendez, celui-là, c'est un vrai massacre, l'autre, c'est pas un vrai massacre, vous voyez bien que vous faites jouer un double critère. Donc, si les Russes nous avaient dit, on vient défendre des compatriotes qui sont opprimés, qui aurait pu leur dire, vous n'êtes pas, il vous faut l'aval de l'ONU. Mais enfin, l'aval de l'ONU avec le système des vétos, ça serait pas passé. Donc, vous voyez qu'on est à la contradiction de plusieurs principes du droit international. Et donc, selon que vous écoutez les uns ou vous écoutez les autres, vous voyez de la légitimité des deux côtés. Simplement, si on crispe les positions en disant non, mais Poutine est un fou et puis de toute façon il veut exterminer, rappelez-vous, une des caractéristiques de cette crise en Ukraine, c'est la guerre de la communication. Et dans cette guerre de la communication, bon, indépendamment du fait que vous avez deux personnages qui sont totalement antinomiques, hein, vous avez Zelensky et Poutine étant le parfait prototype du KGB, officier du KGB qui rigole jamais, etc. Et puis Zelensky qui est toujours en t-shirt et toujours l'impression de parler directement si vous voulez à l'extérieur. Bon. Mais indépendamment de ça, vous avez des tas de phénomènes parasitaires dans le domaine de la communication. On a accusé par exemple les Russes d'utiliser des armes au phosphore. Le problème, c'est que si vous ne demandez pas quelle est la couleur du phosphore, votre argument ne sert à rien, puisque vous avez le phosphore blanc qui a été utilisé par les Américains en Irak, et vous avez le phosphore jaune qui, lui, est interdit par les conventions internationales. Donc, vous voyez, si vous dites une phrase comme ça, ils ont utilisé le phosphore, ou alors ils utilisent les bombes à fragmentation, etc., vous contribuez à la diabolisation de l'autre, même si vous n'en avez pas la preuve. Mais c'est pas grave, si demain vous accusez qu'ils mettent des mines antipersonnelles, votre annonce médiatique, si vous voulez, va prendre le pas sur l'annonce précédente. Et donc, là où il faut effectivement... Alors, vous parlez par exemple des crimes de guerre. C'est bien qu'on fasse effectivement le relevé de ce qui peuvent être des massacres de civils et des choses comme ça. Bon. D'abord, je rappelle que depuis 2014, c'est-à-dire depuis la révolution de Maïdan, et donc l'annonce de sécession des régions du Donbass, du Donetsk et du Donbass, vous avez eu 14 000 morts à la frontière. Donc ces gens-là, ils sont pas morts du choléra, ils sont morts de guerre. C'est-à-dire la guerre existait. Bon. Deuxième chose, parler des massacres, c'est très bien. Et effectivement, vous avez donc dans le cœur des vierges effarouchées, là, vous avez les gens qui veulent que Poutine soit déféré devant la Cour pénale internationale. Bon, indépendamment du fait qu'aucune des grandes puissances n'a signé la convention sur la Cour pénale internationale, ni les Américains, ni les Russes, ni les Chinois, etc., il reste que c'est une démarche de bonne volonté et d'humanisme que de vouloir déférer Poutine. Et quand vous lui dites dans un débat, oui, mais attendez, il y a toujours George Bush dans la salle d'attente, il vous dit, ah non, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi c'est pas pareil. Il a fait une guerre plus illégale et plus mensongère que Poutine, mais lui, c'est pas pareil. On n'a jamais voulu prendre de sanctions économiques contre les États-Unis. Bon. Vous voyez donc, cette espèce de deux poids, deux mesures fait que l'espace intellectuel que l'Occident s'était qualifié après la guerre du Golfe, cette espèce de droit de gendarmerie internationale et de moralisation de la vie politique internationale, est aujourd'hui en rétraction comme une peau de chagrin. Alors vous dites que la guerre en Ukraine s'est imposée à nous, c'est vrai puisque c'est pas l'Occident qui a déclenché cette guerre, mais vous pensez quand même que on diabolise l'ennemi et on nous vend un certain soutien de l'Occident à l'Ukraine. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à l'écouter effectivement tous les jours. C'est-à-dire qu'effectivement, il est évident que la décision de la guerre est russe. C'est une invasion pure et simple. C'est une invasion qui au départ avait quand même l'intention de prendre Kiev. Rappelez-vous au départ le plan d'invasion. Hein. Et c'est parce qu'ils n'arrivent pas qu'ils vont se rabattre sur le Donetsk et le Donbass en disant mais non, ça a toujours été notre objectif de guerre. Donc Poutine est un menteur. Enfin, connaissez-vous un homme politique qui soit pas un menteur? Vous voyez, quand De Gaulle dit « je vous ai compris » sur la place du Forum à Alger, il s'adresse au pied noir quand même. Mais pour lui, le mensonge était une étape indispensable à la suite du processus qui allait aboutir à l'indépendance de l'Algérie. Donc, si vous voulez, le fait que le mensonge, il a plus ou moins un intérêt historique, mais que Poutine soit un menteur, c'est une évidence. Simplement, il faut pas
en conclure qu'il est fou. Bien au contraire, il vaut mieux le prendre comme un individu rationnel et rentrer dans sa rationalité à lui pour créer un champ de négociation, quoi. Parmi les conséquences de cette guerre, il y a la volonté de la Suède et de la Finlande d'adhérer à l'OTAN, Ouais. alors qu'elles ne le souhaitaient pas du temps de l'URSS. Mhm. Est-ce que l'on doit en déduire que la Russie est une plus grande menace aujourd'hui que l'URSS hier, et que les pays européens pouvaient ne pas s'aligner par le passé, mais que ce n'est plus le cas? Ben, rappelez-vous que l'OTAN se constitue après le coup de Prague, en 47, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les armées rouges occupent là, une bonne moitié de l'Europe, une moitié de l'Allemagne, etc. Et puis, le KGB va renverser un certain nombre de gouvernements sortis des élections pour installer des régimes communistes. Et vous avez en face de ça, effectivement, la constitution d'une alliance qui va être l'OTAN, traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire en fait, effectivement, une alliance dans laquelle les Américains garantissent la solidité militaire de l'Europe et éventuellement garantissent la défense de l'Europe en cas de besoin. Donc, vous allez avoir l'installation de bases en Europe, il y en avait en France, etc. Bon, le premier changement, c'est De Gaulle. Pourquoi? Parce que De Gaulle se dit, mais c'est des systèmes d'alliance qui sont de nature, si on met une étincelle, à faire détruire la planète. Et c'est vrai qu'on avait largement les moyens de détruire la totalité de la planète, puisque entre les missiles qu'il y avait des deux côtés, s'il y avait le moindre déclenchement d'une alerte conventionnelle qui tournait mal, il y aurait eu passage au nucléaire, donc destruction de la planète. En plus, De Gaulle considérait que la France devait garder son indépendance de décision, et donc quand il constitue la force de frappe, quand il va doter la France de l'arme nucléaire, il dit on ne peut pas déléguer la décision d'utiliser l'arme nucléaire à qui que ce soit. Donc c'est une décision nationale. Et il sort non pas de l'OTAN, mais il sort du commandement intégré. Bon. Indépendamment de ça, l'individu, vous le savez, décide de reconnaître la Chine communiste, qui était diabolisée par l'ensemble du monde occidental. Et donc, c'était un individu qui avait une vision planétaire. Et une de ses visions, c'était justement comment éviter le clash absolu. Bon, j'imagine la tête de ses conseillers quand un beau matin, il leur a dit, tiens, je vais reconnaître la Chine populaire. Vous avez autour de lui des gens qui devaient lui dire, mais enfin, mon général, vous n'y pensez pas. Qu'est-ce que vont dire les Américains? Vous vous rendez compte, etc. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous avez la dimension d'un homme d'État, vous avez effectivement des décisions qui sont parfois difficiles à prendre, parfois incomprises, mais qui en même temps tracent, si vous voulez, l'avenir du monde. Donc, pour en revenir à votre question, si vous voulez, on s'aperçoit que le corps électoral, si vous voulez, ne réagit pas en fonction des critiques qui vont être adressées sur une décision qui, après tout, bon sens populaire, je ne sais pas, mais qui finalement apparaît assez juste. Et donc, ça vous montre la limite de ce que ces gens peuvent effectivement produire sur le fait que le dirigeant est fou, qu'il ne comprend rien, qu'il est mal formé, qu'il n'est pas informé, tout ce que vous pouvez imaginer. Effet le plus récent, si vous voulez, c'est le concert de critiques qui ont été adressées à Macron, expliquant que vraiment ce qu'il faisait c'était n'importe quoi, or il est réélu. Donc vous avez un décalage entre, si vous voulez, la nature de la critique qui lui a été adressée, des critiques générales qui lui étaient adressées, et le fait que le corps électoral a considéré qu'il n'était pas si fou que ça. Donc vous voyez ce que je veux dire, l'influence de ces catégories, encore une fois, pour moduler l'opinion publique, n'est pas toujours évidente. Bien au contraire, peut-être au contraire, leur déconnexion avec la réalité de l'opinion publique est plus évidente encore que pour le dirigeant, dont tout le monde comprend que c'est pas facile comme métier. Face à cette demande d'adhésion. Oui, pardon, je vous ai pas répondu à votre question. Donc, si vous voulez, quand se constitue l'OTAN, vous avez un certain nombre de pays qui, justement, n'ont pas participé à la guerre, qui disent, mais attendez, nous, on veut pas se marquer, si vous voulez, encore une fois, dans un découpage du monde, si vous voulez, qui est pour l'essentiel les résultats de ce que vous avez voulu, vous, avec la Seconde Guerre mondiale. Et donc, vous allez avoir deux pays qui vont rester en dehors, donc qui sont la Finlande et la Suède. Et puis, vous avez aussi un troisième pays qui, par consensus, si vous voulez, parce qu'il était pays au contact, si vous voulez, entre les deux blocs, qui est l'Autriche, qui, par consensus négocié, va devenir un État neutre. Alors, vous avez trois types de pays différents. Donc, vous avez l'Autriche, qui est un pays démilitarisé, quasiment. Vous avez la Suède, qui considère que le fait de ne pas appartenir à l'OTAN l'oblige à avoir une armée significative, hein. Et donc, les Suédois ont toujours gardé leur capacité à fabriquer des avions de combat, à fabriquer des armements, etc. Et puis, vous avez la Finlande. La Finlande, elle, par contre, c'est plutôt par rapport à son passé, si vous voulez, que sa décision récente s'explique, puisque, rappelez-vous qu'en 1939, quand il y a le pacte germano-soviétique,
l'intention de Staline est d'avancer la ligne de défense de l'URSS, donc il va conquérir la Pologne, mais il va aussi tenter de conquérir une partie de la Finlande pour protéger Leningrad, pour protéger Saint-Pétersbourg. Bon, en fait, ça va pas tourner aussi bien qu'il l'espérait, puisque les Finlandais sont des combattants habitués à l'hiver, que c'est une espèce de guérilla populaire, enfin tout le monde participe, et donc ça se termine quand même au désavantage des Finlandais, mais enfin les Finlandais en ont gardé quand même cette idée qu'ils étaient bien proches de la Russie, si vous voulez. Donc là, face à la situation nouvelle, là où à l'époque ils avaient préféré s'en sortir à cause du risque de cataclysme mondial, aujourd'hui ils sont demandent à y être parce qu'ils estiment qu'ils ont quand même été eux aussi des victimes indirectes, si vous voulez, de l'expansionnisme soviétique puis russe. Voilà. Donc, ce qui est rigolo, si vous voulez, pour en terminer sur votre question, c'est que le seul pays qui s'y oppose, c'est la Turquie, État membre de l'OTAN. Et pourquoi est-ce que la Turquie s'oppose à l'entrée de la Suède et de la Finlande, et surtout de la Suède? Parce que la Suède accueille le parti du Kurdistan, le PKK. Et le PKK, c'est donc la représentation la plus dure, si vous voulez, de l'indépendantisme kurde, qui fait des attentats. Alors, ça veut dire que vous avez le droit d'accorder l'asile politique à des pays, à des groupes qui font des attentats? Ça veut dire qu'il y a des bons terroristes et de mauvais terroristes? Donc, les Turcs ont beau jeu de dire, mais attendez, vous accordez le droit d'asile à des gens qui viennent faire des attentats chez nous. Alors, pourquoi voulez-vous que j'accorde mon feu vert à votre candidature? Vous voyez, encore une fois, le hiatus, où on accueille, si vous voulez, des gens au prétexte qu'ils sont persécutés, massacrés, etc. Mais en même temps, on se rend compte que quand ils font des attentats, tout à coup, on est piégé à notre idée de guerre globale contre le terrorisme. Le terrorisme est une arme du faible au fort, c'est pas une cause. Donc il y a eu des terrorismes qu'on a nous-mêmes pratiqués contre les Allemands pendant la guerre, et puis tout le monde était terroriste à l'époque de l'occupation allemande. Donc le qualificatif est pas un concept politique, c'est une invective, quoi. Vous pensez que la Suède va devoir abandonner les réfugiés kurdes pour... c'est pas les réfugiés kurdes. L'accusation de Erdogan est très claire, c'est le PKK. Enfin, c'est pas les réfugiés kurdes. Oui, mais ils sont réfugiés. Oui, d'accord. Mais enfin, si vous accordez le statut de réfugié à des gens qui, encore une fois, se livrent à des attentats terroristes ailleurs, vous êtes en pleine contradiction. Rappelez-vous les attentats de 2015. Bon. On a accueilli des gens, si vous voulez, qui pouvaient arriver de Syrie, d'Irak, peu importe. Enfin, il y avait la guerre, donc les terroristes se sont mêlés au flux des réfugiés. Mais il y avait une espèce d'a priori positif à tous ces pauvres gens qui arrivaient, chassés par la guerre, etc. Dans le lot, il y avait des terroristes. Donc vous avez quand même le droit de protéger votre population et de ne pas considérer comme légitime, si vous voulez, le fait que vous avez des gens qui, d'une part, se comportent comme des gougnafiers, si vous voulez, dans leur lieu de crise, sous prétexte qu'ils sont persécutés. Il y a un moment où vous devez faire la différence. Enfin, je vous dis l'exemple du PKK est celui qui est utilisé par les Kurdes, mais vous en avez plein d'autres. Par exemple, les Palestiniens ont pendant longtemps été considérés comme des terroristes, donc à qui on ne reconnaît pas, c'est pas une légitimité qu'aujourd'hui on leur reconnaît, parce qu'on dit il faut créer un État palestinien. Donc vous voyez la frange entre le qualificatif de terroriste et le qualificatif de juste lutte de libération nationale. Et là, on est en pleine contradiction avec l'Ukraine, puisqu'évidemment, on est face à des gens qui réclament leur autonomie avec un pays qui la leur refuse. Et donc, la communauté internationale doit contribuer à trouver une solution, ce qu'on a essayé de faire avec Minsk 1 et 2, avec les Allemands. Mais en même temps, qui n'a pas respecté les accords de Minsk? Je suis pas sûr qu'il y ait que les gens du Donbass et du Donetsk qui ne l'aient pas respecté. 13 000 morts, ça commence à compter, quoi. Pour finir, est-ce que vous avez un invité à nous conseiller pour une future interview? Écoutez, moi je crois que vous avez le choix entre deux profils qui sont assez différents. Soit vous prenez un homme qui est un homme de terrain, qui effectivement parle de choses qu'il connaît, qu'il pratique, et je pense à Gérard Chaliand, parce que lui, ça fait 40 ans qu'il parcourt la planète, ça fait 40 ans qu'il ne parle que de choses qu'il a pratiquées, qu'il a vécues, qu'il a analysées, etc. Ou alors vous prenez quelqu'un qui justement est beaucoup plus représentatif, si vous voulez, de la frange française des néoconservateurs américains, c'est-à-dire de gens qui ont approuvé, si vous voulez, toutes ces décisions. On a eu pratiquement une quarantaine d'interventions militaires depuis 91. Donc si on peut très bien se présenter comme les gendarmes de la planète, mais le gendarme n'a pas cessé de siffler et de tirer quand même. Or, quand vous avez en face de vous Poutine qui justement fait cette analyse à l'envers en disant mais ça fait des années que vous nous racontez que c'est pour le bien, etc. Mais voilà les résultats. Bon. Donc vous avez des gens qui ont approuvé toute cette ligne, qui sont dans les structures officielles. Donc
Vous pouvez très bien vous adresser à quelqu'un de la Fondation pour la recherche stratégique, à Bruno Tertrais par exemple, parce que justement nous on a souvent été en divergence tous les deux. C'est un type intelligent, mais enfin il est totalement, comment dire, proche des néoconservateurs américains. Donc là il vous donnera, si vous voulez, un point de vue qui est tout à fait différent du mien. C'est pas qu'il aime la guerre, c'est que sa logique, si vous voulez, c'est de dire, mais oui, mais en même temps, c'est la démocratie à l'américaine qui va garantir la sécurité de la planète. Bon, les Irakiens n'ont pas bien compris, si vous voulez. Quand il y a eu l'attaque sur l'Irak, indépendamment de la petite démonstration scandaleuse avec la fiole à l'Assemblée générale de l'ONU, etc., les Américains ont une conception militaire qui est assez simple, c'est que comme ils ont une supériorité militaire absolue, ils commencent par bombarder, à raser tout ce qui tombe, et puis ensuite l'ennemi demande la paix. Bon. Simplement, quand les Irakiens, après les campagnes de bombardement, n'avaient plus ni l'eau, ni l'électricité, ni la sécurité, etc., ni les écoles, ni les hôpitaux, les Américains sont arrivés en disant, mais vous avez de la chance, vous avez la démocratie. Bon, les Irakiens disaient, peut-être, mais à l'époque de Saddam Hussein, on avait l'eau, l'électricité et la sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le décalage entre l'emploi du militaire et l'objectif politique est une des caractéristiques, si vous voulez, de nos interventions militaires. Elles n'étaient pas obligatoirement utiles, elles ont parfois été pires que la situation qu'elles avaient créée avant. Regardez la situation de l'Irak aujourd'hui. Donc voilà, vous avez aussi la possibilité de prendre ce type de profil. Voilà. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Non, rien de particulier. La situation est excellente, mais pas désespérée, comme on disait à l'époque de la révolution culturelle en Chine. Voilà. On vous remercie de nous avoir reçus. Je vous en prie. Bonne chance à vous.